Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marie et je suis ici aujourd'hui pour le point lecture de l'enfer. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de point lecture. J'ai lu plein de choses, vous n'êtes pas au courant. Donc, préparez-vous, asseyez-vous, prenez votre thé, votre chat et tout ce qu'il vous faut pour être cosy parce que ça va être long. On y va, je vais y aller du plus ancien au plus récent approximativement. On va commencer par la fin du mois de janvier, début du mois de février, enfin mois de février et mois de mars et mois d'avril. J'ai lu en janvier 23 livres. En février, j'ai lu 3 livres. En mars, j'en ai lu 8. Et pour l'instant, en avril, je crois que j'en suis à 8 aussi. Fin janvier, j'ai lu Jefferson. C'était un des livres de ma pile à lire d'hiver, de Jean-Claude Mourleva. Je l'ai lu parce que c'est un des seuls livres de Jean-Claude Mourleva que je n'ai pas lu. Et je comprends pourquoi. Déjà que j'étais pas très attirée par l'histoire de base, mais je me suis dit c'est mon auteur préféré, donc c'est parti, on y va. Ben j'ai pas aimé, voilà. Alors il y avait quelque chose de très étrange. J'ai trouvé que la plume de l'auteur était différente de ce que j'avais l'habitude de lire venant de lui. Et j'avais l'impression que c'était assez mal écrit pour du Jean-Claude Mourleva. C'est peut-être juste mon impression personnelle, j'en sais rien, mais en tout cas c'est l'impression que j'avais. Et bon bah l'histoire c'est jamais, voilà, je suis pas trop dans le cozy, murder, mystery, tout ça. Donc c'est pas que j'ai pas spécialement aimé et que l'histoire était nulle, c'est juste que de base c'est pas mon genre d'histoire. Et en plus de ça, j'ai effectivement trouvé que la plume de l'auteur était pas du tout celle à laquelle il m'a habituée. Ensuite, j'ai lu Le vieil homme et la mer, toujours en janvier. C'est fou à quel point je suis en retard. De Ernest Hemingway, c'est un classique. Je me suis dit, comme je lis pas beaucoup de classiques, il fallait que je lise celui-ci. Il est tout petit, ça m'a pris 5 minutes. Vraiment pas un grand effort. Ici, on suit un vieil homme qui se retrouve tout seul en pleine mer pendant 3 jours parce qu'il a attrapé un très très gros poisson qu'il n'arrive pas à remonter. Et donc le poisson le tire vers le large pendant un bon gros laps de temps. Et donc il est tout seul avec lui-même et ce poisson sur cette mer. Et c'est son monologue intérieur, si vous voulez. Je ne suis pas ennuyée une seule seconde. Après, je pense qu'il n'y avait pas la place pour s'ennuyer puisque c'est un petit livre. Il fait une centaine de pages, 124 pages, en anglais en tout cas dans cette édition-là. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis contente d'avoir lu parce que c'était agréable à lire. Ça m'a fait découvrir un auteur classique que je ne connaissais pas, je crois que j'ai jamais lu de Hemingway. C'était un classique qui ne m'a pas terrifiée et qui ne m'a pas donné envie de me jeter par une fenêtre. Donc rien que pour ça, c'est un bon point. Toujours en janvier, j'ai lu L'Enfantôme de Jim Bishop. Ceci est donc, je crois, le dernier tome de la trilogie de Jim Bishop. Vous avez Mon ami Pierrot et Les Lettres perdues. Cette trilogie n'est pas une trilogie de livres qui se suivent, c'est vraiment des histoires différentes avec des personnages différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc elle peut se lire dans n'importe quel ordre. Personnellement, j'ai commencé par Les Lettres perdues, ensuite Mon ami Pierrot et enfin L'Enfantôme. Jim Bishop, c'est un auteur-illustrateur qui est très surprenant. Déjà, ses histoires sont, sont fascinantes, vraiment. Les mondes dans lesquels il place ses histoires sont toujours incroyables. Par exemple, Les Lettres perdues, ça parle de deuil et on est sur un monde vraiment, mais complètement fantastique et ça rend la chose belle. J'ai moins aimé L'Enfantôme, peut-être parce que c'était quelque chose de plus ancré dans la réalité. Je suis même sûre que c'est pour ça que j'ai moins aimé L'Enfantôme. Ici, on suit un jeune homme qui va au collège, qui est pas spécialement très fort, il aime bien les jeux vidéo, il s'en fiche un peu en fait finalement comme tout le monde au collège. Et le principal le convoque, lui et 2 autres élèves, et lui dit que s'il n'a pas son bac ou son brevet, oui je crois que c'est le brevet, je crois qu'il est au collège. En tout cas, s'il n'a pas son diplôme à la fin de l'année, il va se faire tuer par ses parents. Et donc, il commence à se mettre une pression de fou, il commence à évidemment devenir un petit peu parano. Ça parle évidemment de pression scolaire, de pression intellectuelle. C'est très intéressant à lire. Et la fin était assez incroyable. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais on m'a pas habituée à ce genre de fin. Donc vraiment, j'étais pas prête du tout. Passons à mes lectures de février. J'ai lu 3 livres en février. Le tout premier étant L'histoire de l'art au féminin par Marion Augustin et Sarah Colahon. Je l'ai acheté parce que c'est toujours intéressant et on apprend plein de choses et c'est un format que j'aime bien, la BD.
parce que je vous avoue que apprendre des choses, tout ce qui est livre de 300 pages sur un sujet précis, sans que ce soit du roman, sans que ce soit de la fiction, c'est des choses que j'arrive pas à lire, ça me barbe, ça me gonfle, c'est long. Je préfère quand c'est sous forme de roman. C'est pour ça que là, c'est vraiment très très bien fait, puisque on découvre des peintres, enfin, des artistes féminins, en tout cas, peintres, sculpteuses, tout ça. Et c'est assez ludique pour nous donner envie d'aller jusqu'à la fin. C'est pas juste simplement présentation de tel peintre qui a vécu de telle année à telle année, qui a fait ça, machin, nanana. Là, on est vraiment emmené à travers leur vie, on est emmené à travers les siècles, à travers ces femmes dont on ne connaît pas le nom. Il n'y en a pas une seule. Je suis pas branchée art, en tout cas pas ce genre d'art, je suis plus l'art de l'écriture, l'art de la lecture. Tout ce qui est peinture, sculpture, malheureusement, c'est un monde qui m'est complètement fermé et que je ne connais pas plus que ça et qui, je vous l'avoue, ne m'intéresse pas plus que ça non plus. Tout ce qui est les mouvements artistiques, dans la peinture, dans la sculpture, tout ça, c'est pas des choses qui m'intéressent spécialement. Mais en tout cas, c'était extrêmement bien expliqué ici. Et même si je suis pas très connaisseuse, je connais quand même les grands noms de la peinture, etc. Il n'y avait pas un seul nom de femme que je connaissais dans cette collection. Donc je suis contente de m'être éduquée et d'avoir lu ce livre. Ensuite, j'ai lu cette BD, Enzuelo de Emma Rios. C'est une autrice espagnole. J'aurais jamais pu lire ce livre en espagnol puisque déjà je l'ai lu en français et j'ai pas compris grand chose. Je l'ai acheté parce que les images sont tellement belles qu'on on ne peut pas juste le reposer sur l'étagère. Donc j'ai lu ce livre, on suit l'histoire de 3 survivants après que la mer ait englouti à peu près 90% de la Terre. En disant ça, je suis en train de me demander si la mer ne représente, enfin l'océan ne représente pas déjà 90% de notre planète. Je ne suis pas sûre de cette information. Bref, en tout cas, il y a des inondations et il y a des gens qui se retrouvent évidemment dans cette espèce de monde post-apocalyptique. Et ces 3 enfants se retrouvent ensemble. Il commence à y avoir certaines choses étranges, certaines mutations. On observe des humains qui changent, etc. Je vous avoue que, alors, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris la fin. J'ai compris le début, j'ai peu compris le milieu. C'est assez étrange de dire ça parce que j'ai lu cette BD jusqu'au bout et j'ai aimé la lire. C'est-à-dire que la plume était assez belle pour me donner envie de lire jusqu'au bout. Mais après, je vous avoue que j'ai vraiment pas compris grand-chose à l'histoire. Donc, ceux qui ont lu cette BD et qui veulent m'expliquer, foncez. Vraiment, foncez. Je suis toute oui. Mais voilà, après, c'est juste peut-être que j'étais pas assez concentrée au moment où je l'ai lu. Peut-être que, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis désolée. Ensuite, j'ai lu Les filles ne montent pas si haut d'habitude de Alice Buteau. Concrètement, on suit l'histoire de Timothy qui vit avec son père et qui n'a jamais connu sa mère. Et un jour, Timothy rencontre une petite fille de son âge, extrêmement étrange, extrêmement aventureuse. Si vous voulez, en lisant cette histoire, ça m'a fait penser à Carl et Ellie dans La Haut, si ça vous dit quelque chose. La petite fille que Timothy rencontre s'appelle Diane. Tous ces dialogues sonnaient vraiment très faux, sonnaient vraiment trop exceptionnels pour être vrais. J'avais l'impression que pour lui donner une personnalité, on a mis vraiment toutes les extravagances possibles dans ce personnage. Et c'est pas quelque chose qui me choque spécialement, mais ça rendait cette petite fille vraiment pas crédible du tout. Et à la fin, je vous spoil, excusez-moi, spoiler alert pour ceux qui ne veulent pas entendre la fin de ce livre, vous pouvez passer de peut-être 10 secondes, 15 secondes. Timothy découvre que Diane est sa sœur, ce que Diane le sait déjà, et qu'ils sont jumeaux, et que quand leurs parents se sont séparés, le père a pris le fils et la mère a pris la fille. Et après, elle a déménagé, ils sont partis vivre dans d'autres pays et tout machin. Et à la fin, tout le monde se retrouve et rien ne se passe. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve alors qu'il y a un trou de 11 ans entre chacun de ces personnages. Et ça se finit là. Et c'était un livre qui vraiment c'était très étrange. Et j'ai pas aimé principalement parce que le personnage de Diane était tellement fausse que ça en devenait exaspérant. On peut passer au livre que j'ai lu au mois de mars. On va y arriver un jour. Sur insistance de ma copine, j'ai lu Le Dernier Royaume de Morgan Rhodes, acte 1, Les Cendres d'Ouranos. En lisant ce livre, c'est fou, j'ai ces vieilles réminiscences des Chevaliers d'Émeraude. C'est vraiment tout ce que je lisais quand j'avais 13-14 ans. Et honnêtement, ce livre,
Dedans, vous trouverez tous les clichés de la fantasy, tous les clichés qu'on peut mettre dans un livre de fantasy en 2013-2014. C'était une bonne lecture, j'ai le tome 2 avec moi et je crois que ma copine a le tome 3, donc il va falloir que je les lise tous. Les personnages n'étaient pas du tout attachants, c'était pas une lecture incroyable. Je pense que c'est une lecture que j'aurais aimée si j'avais été au collège, ou même voir en primaire. Parce que c'est un des rares livres que ma copine ait lu et qu'elle ait terminé et dont elle ait suivi la série en fait, puisque ma copine n'est pas une lectrice. Donc, elle m'a demandé de le lire puisque c'était un livre qu'elle a aimé, ce que je comprends. Et je sais pas que j'ai pas aimé, hein. Moi j'avais vraiment aucun problème avec ce livre. Et d'ailleurs, je l'ai lu vraiment très rapidement, très facilement. C'est très facile à lire. C'est juste tout simplement que c'était vraiment rempli de tous les clichés fantasy qu'on peut trouver dans ces livres-là. Et le personnage principal, qui s'appelle Cléona, donc déjà, vous voyez le nom, vous voyez de quoi je veux parler, était honnêtement assez pénible, il faut se l'avouer. Mais après, il y avait des personnages très intéressants, des personnages à l'aspect psychologique un peu étrange, et c'était agréable de lire ces personnages-là. Mais en tout cas, bon, ce sera pas sur ma liste de mes préférés 2025. Mais c'est vrai que ma copine a vu juste dans le sens où c'est un livre que j'aurais beaucoup aimé quand j'étais au collège. Mais là, j'ai 23 ans, je pense que je suis juste trop grande. Ensuite, j'ai lu Sa Majesté des Mouches, qui était également sur ma pile à lire d'hiver, de William Golding. Comment vous dire? Je crois que au moment où j'ai lu ça, j'en avais tellement marre de ma pile à lire d'hiver où j'enchaînais les déceptions que j'ai pas pu apprécier ce livre à sa juste valeur. Après, il faut connaître l'histoire, hein. C'est une histoire absolument horrible, donc je suis même pas sûre qu'on puisse apprécier ce livre à sa juste valeur quand on le lit. Ici, on suit l'histoire d'un groupe d'enfants qui s'est écrasé sur une île déserte. Il faut donc qu'ils organisent leur sauvetage. Et forcément, ils sont divisés par la peur, par la faim. Ce ne sont que des enfants. Il va se passer des choses absolument horribles. Et j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il m'a traumatisée. Voilà. Donc c'est le dernier livre que j'ai lu de ma pile à lire d'hiver. Et c'était pas une lecture extrêmement agréable. Après, ça se lit très facilement. C'était pas incroyable. Ouais, pas la vibe 2025 que je voulais. Passons à mon ennemi juré de cette pile à lire d'hiver, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Pour ceux qui aiment cette autrice, vous connaissez Le Cirque des rêves, que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc, évidemment, j'ai acheté La mer sans étoiles il y a 3 ans, parce que voilà, je ne l'ai jamais lu, je l'ai posé, et honnêtement, il me terrifie un peu, il est gros. C'est la police à l'intérieur, ça, visuellement, ça me parlait pas. Je me suis forcée, je l'ai lu. Les premières phrases sont déjà, dès le début, on sent que ça va être une lecture énervante. Je pense pas que ce livre est une réelle histoire en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression de lire plein de petits morceaux d'histoire que j'arrivais pas à rassembler. C'était une espèce de grand puzzle que je comprenais pas, et je pense que c'est ça qui m'a frustrée. Vraiment, ce livre m'a frustrée. J'ai toujours pas compris qui étaient les rois des chouettes ou je sais pas quoi. Je l'ai lu en anglais, donc en français, je sais pas si ma traduction est bonne. Mais je vais quand même vous dire de quoi ça parle. Zachary est à l'université, il suit un cursus en informatique et il aime bien lire, donc il va régulièrement à la bibliothèque de son campus. Et un jour, en cherchant des livres qu'il pourrait aimer, il tombe sur un livre assez étrange qui a pas de code barre, qui est pas vraiment enregistré dans les ordinateurs. Et en le lisant, il tombe sur un passage qui narre un moment de sa propre vie, un événement qui lui est arrivé et dont il se souvient avec tant de précision que ça peut pas être l'événement de quelqu'un d'autre en fait. Et donc il va commencer à se demander d'où vient ce livre, qu'est-ce qu'est ce livre. Il va être amené à rencontrer plusieurs personnes. Ses pérégrinations vont l'emmener dans une espèce de bibliothèque secrète sous la terre, là où anciennement se trouvait la mer sans étoiles. C'est extrêmement étrange. Il y a plein d'espèces de grandes métaphores. Par exemple, toute cette histoire commence parce que le temps et le destin sont tombés amoureux, mais ils peuvent pas parce que machin, nanana. Et honnêtement, je pense que les gens ont raison quand ils disent que ce livre n'a pas d'histoire, parce qu'il y a tellement de personnages, tellement de mini-histoires, et je vous jure, j'ai pas l'habitude de dire ça, hein, mais je pense que cette autrice devrait écrire de la poésie et pas des romans. Parce que déjà, certaines personnes avaient du mal avec le Cirque des rêves. Ce que je comprends, mais au moins le Cirque des rêves, il y avait une histoire qui était claire, il y avait une trame qui était claire. Alors que là, c'est un grand n'importe quoi. Évidemment, dans cette société secrète livresque,
elle a des ennemis, il y a certaines personnes qui travaillent contre cette société secrète. On ne sait pas pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Enfin bref, mauvaise lecture. Ensuite, avec ma copine, on a lu Le merveilleux pays des Snerges de Veronica Cosantelli. Ceci est inspiré d'un livre qui aurait inspiré le Hobbit. Je ne sais pas si ça a du sens. Ici, on suit deux orphelins, Fiona et Pip, qui font pas mal de bêtises à leur orphelinat, il faut se l'avouer. Et un jour, pendant une de leurs balades, Fiona se fait enlever et Pip part à sa poursuite et ça l'envoie dans le monde des Snerges, le pays des Snerges, qui est un pays un peu enchanté. C'était une lecture très mignonne, une lecture très good vibe. J'ai adoré lire ce livre. Franchement, c'était le livre que j'avais besoin de lire au milieu de toutes ces lectures d'hiver qui étaient lourdes et que j'ai pas aimées. Celui-ci, c'est vraiment un grand bol d'air frais, plein d'espoir, plein de petites phrases très mignonnes. Et c'était des péripéties vraiment qui m'ont gardé comme ça. Je vous jure, j'en perdais le souffle tellement j'étais... Waouh! Donc voilà, très bonne lecture, Le merveilleux pays des Snerges. Je l'ai lu en prévision d'une prochaine lecture du Hobbit. Je vous en parle dans quelques instants. J'ai lu Les contes de fées queer de Madame de Murat. Évidemment, Madame de Murat, qui a vécu en 1600 quelque chose, n'a pas écrit un livre qui s'appelle Les contes de fées queer. Elle a écrit une série de contes. Et dans ces contes, quelqu'un a pioché 4 contes et les a gentiment publiés sous ce nom-là. Donc, il y a une petite introduction sur la vie de Madame de Murat que je ne connaissais pas et j'ai appris énormément de choses. Est-ce que vous saviez qu'à cette époque, il y avait une espèce de guilde de femmes écrivaines qui écrivaient des livres et des contes qui allaient contre le patriarcat, contre la société dans laquelle elles vivaient. Je connaissais pas Madame de Murat. J'ai jamais entendu parler de ces femmes. Pourquoi? Parce que c'est incroyable quand même. Et je comprends pas trop pourquoi c'est pas étudié à l'école, parce que Madame de Murat, c'est une autrice qui a quand même eu énormément de succès à son époque apparemment. Elle a vendu pas mal de livres. Donc pourquoi cette dame n'est pas étudiée? Puisqu'elle a eu une vie incroyable aussi, hein. Elle a été emprisonnée 13 ans pour lesbianisme. Elle s'est enfuie de prison déguisée en homme. On l'a retrouvée dans une église avec un sabre. Elle a fait l'objet de 93, je crois, rapports de police. Ces contes queer étaient incroyables. Maintenant, queer, pas dans le sens où vous allez tomber sur des romances gays, des romances lesbiennes, hein. Alors, pas du tout. On reste en 1600, je sais plus combien. Ne vous attendez pas à ça, parce que c'est pas à l'époque, c'est pas à l'autrice, mais queer dans le sens où ça bouscule les valeurs de l'époque, ça bouscule la société de l'époque, et c'était très intéressant, et la petite préface de Sylvie Robic était incroyable. Voilà, j'ai appris plein de choses, et finalement la lecture ça sert à ça. Je vais donc essayer de trouver d'autres livres de Madame de Murat, parce que je pense que c'est important de lire ce qu'elle écrit. Cette édition est revisitée pour la rendre accessible. Donc il y a certaines phrases qui sont modifiées, il y a des mots qui sont expliqués, ce qui est pas plus mal. Mais en tout cas, c'était une très belle découverte. Donc j'ai hâte de lire plus de cette autrice. Le Hobbit de notre ami Tolkien, que j'ai lu parce que ma meilleure amie Anaïs est fan du Seigneur des Anneaux. Et comme moi, je ne suis pas fan du Seigneur des Anneaux, j'ai jamais vraiment spécialement aimé les films, j'ai jamais lu les livres. Elle m'a dit, il faut que tu commences par le Hobbit, c'est un seul livre, c'est petit, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. J'ai donc commencé par le Hobbit. Ici, on suit Bilbo Bessac, qui est un Hobbit. Un jour, Bilbo est interrompu dans sa petite vie paisible par une horde de nains qui débarque chez lui et qui l'embarque dans une aventure pour détrôner un dragon de leur montagne et reconquérir leur trésor perdu. Comment vous dire que Bilbo Bessac n'est pas prêt pour ce genre d'aventure, il n'est pas préparé. Donc c'était assez drôle de le voir sortir de sa petite vie. J'ai essayé, vraiment, j'ai essayé d'aimer. Gandalf était énervant. Gandalf m'a vraiment énervé, je comprends pas à quoi il sert. Et c'est pareil, je comprends pas quel est le but du Hobbit, parce que si les nains vont le chercher, c'est qu'ils ont besoin de lui. Euh, En quoi les nains ont besoin de lui? Parce qu'il ne sert à rien, et s'il n'avait pas trouvé l'anneau magique qu'il peut le rendre invisible, vraisemblablement, il aurait été complètement inutile à toute cette aventure, et sa découverte de l'anneau est un pur hasard. Donc je vous avoue que je comprends pas trop son rôle dans cette aventure, même si au final, il finit par sauver la vie plusieurs fois de plusieurs de ses camarades.
Mais de base, je comprends pas ce qu'il fait là. Deuxième chose, Smaug. Smaug le dragon. Smaug le dragon qui a pris possession d'une montagne qui n'était pas la sienne, qui a viré une horde de nains, qui a terrifié des villages sur 8 générations. Smaug a duré 2 pages. Voilà, Smaug est mort au bout de 2 pages. Et il a même pas été abattu par les nains. Extrêmement déçu de ce dragon finalement. Enfin pardon, mais dans le film, il est quand même un peu plus badass. Après, je sais que le film, ils ont vachement exagéré quand même le Hobbit parce qu'ils en ont fait 3. Vous voyez la taille du livre. Faire 3 films de 2 heures là-dessus, c'est compliqué. Donc je sais pas trop quoi en penser. C'était pas une lecture génialissime. C'était pas une lecture nulle. C'est une lecture qui m'a frustrée plus qu'autre chose parce que vraiment, je comprends pas l'utilité de Bilbo. Et le fait que Smaug meure en 2 secondes, vraiment, ça m'a dégoûté, je vous jure. Moi, je voulais un vrai fight de dragon. Non, non, non. Le Boog est décédé comme ça. Pouf. Mort. 2 pages. Il a duré 2 pages. Ensuite, et je vous avoue que sur ces deux-là, parce que c'est une dualogie, je sais pas quel livre je vais pouvoir lire cette année. En tout cas, j'en vois aucun sur ma pile à lire qui arrivera à la hauteur de ces deux-là. Il s'agit de Toby Lowndes, tome 1 et Toby Lowndes, tome 2, Les yeux d'Elisha de Timothée de Fontbelle. Un livre que j'ai lu sur conseil de ma copine qui m'a dit que j'allais aimer et que c'est un livre qu'elle a lu quand elle était pareil au collège et qu'elle avait adoré à l'époque. Dans Toby Lowndes, on suit un jeune garçon, un petit garçon vraiment très petit puisqu'il mesure 1,5 mm et qu'il vit dans un arbre. Et Toby, il est en fuite. C'est un fugitif. Au début, on ne sait pas ce qu'il fuit. On sait pas exactement ce qu'il a fait ou ce que sa famille a fait. C'est pas très clair. Mais on le suit dans cette aventure. Et Toby est un garçon vraiment plein de ressources, un garçon attachant. Vraiment, je me suis attachée à ce personnage. Dans le tome 1, on suit la fuite de Toby. Et dans le tome 2, Toby, forcément, ne peut pas fuir pour toujours. Il y a forcément des choses qui vont le rattraper. Et donc Toby, dans le tome 2, va régler tout ça. Ce qui est bien avec ce livre, c'est que même si on suit Toby et qui fait partie d'un monde qui n'existe pas, un monde fictif, on peut faire beaucoup de parallèles avec des cas historiques qui se sont réellement produits. On peut faire des parallèles avec la psychologie de certains personnages par rapport à la psychologie de certaines personnes, notamment politiques, d'aujourd'hui. Donc c'est un livre que je recommande pour tout âge. Honnêtement, j'ai 23 ans, j'ai adoré lire ce livre, c'était génial. La fin est tellement pleine d'espoir, je vous jure, j'en ai pleuré. Je sais pas ce qui arrivera à la hauteur de ces livres, je pense que vraiment rien. C'est fou de si tôt dans l'année avoir déjà trouvé un des livres qui sera dans mon top 3 de mes livres préférés de cette année, voire dans mon top 1. Voilà, je sais juste pas comment je vais départager les deux, je vais les compter en un seul, je pense. Ensuite, j'ai lu le dernier tome des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et Sanoé. Celui-ci s'appelle La saison des adieux puisque c'est le tome qui clôture cette série de 4 livres. J'ai eu du mal à me mettre dedans parce que je l'ai acheté cet hiver et je l'ai lu. Bon, je suis pas en retard, je l'ai lu au printemps et c'est le tome du printemps. Mais en tout cas, j'ai attendu au moins 3-4 mois avant de le lire. Peut-être parce que je n'avais pas envie de faire mes adieux à cette super série que sont les Mémoires de la forêt. La seule chose, c'est qu'à la fin, vous avez un arbre généalogique. Et j'ai eu beaucoup de mal avec l'arbre généalogique. Je vous avoue que j'ai pas réussi à lire l'arbre généalogique et forcément, du coup, plus rien n'avait de sens. Mais une fois qu'on est passé par ce petit détail, l'histoire était incroyable. L'arbre généalogique se lit du bas vers le haut. Si jamais vous achetez ce livre, vous êtes prévenus. Moi, j'ai toujours lu les arbres généalogiques du haut vers le bas. Ce qui n'a pas de sens en fait, hein, parce que normalement, tes ancêtres, tu commences par les racines. Je sais pas pourquoi j'ai toujours fait comme ça. Ce qui m'a aussi un peu dérangé, c'est le gros saut dans le temps qu'il y a par rapport au 3e tome. Ici, on suit, comment il s'appelle? Ernest et son petit frère. Ernest est le fils de Barnabé, le neveu de Archibald. Donc voilà, on commence cette aventure avec Archibald qui est assez jeune, et son neveu qui est donc encore un enfant, et on la termine avec les enfants de son neveu. J'ai dit Barnabé, mais c'est Bartholomé, je crois, non? C'est Bartholomé, c'est pas du tout Barnabé, pardon, je sais pas pourquoi j'avais Barnabé dans la tête. Donc c'est vrai que ce saut dans le temps, ça m'a
un peu mis un petit coup parce que j'aimais tellement les aventures de Bartholomé et de Archibald que le fait qu'ils aient passé le flambeau à leur descendance, qui a complètement du sens, ça m'a un peu touchée. Mais en tout cas, une très belle saison des adieux pour cette série que j'aimerais pouvoir relire pour la première fois et que j'aimerais pouvoir redécouvrir. Je vous dirai pas de quoi ça parle parce que il faut avoir lu le tome 1 pour ça. Mais en tout cas, c'est une série que je recommande. Cela dit, je ne la recommande pas à des enfants, je la recommande à des ados, pré-ados, parce que je trouve que la narration et l'écriture est très compliquée pour des enfants. Il y a marqué à partir de 10 ans, je crois. Et franchement, je trouve que c'est assez jeune. Et si j'avais lu ça quand j'étais petite, il y aurait plein de choses que j'aurais pas comprises. J'ai bientôt fini. Je ne lis pas de manga, mais j'en avais acheté deux. J'avais acheté, pardon, il faut que je les tienne en manga, Migratory Bird and Snail de Makoto Takatsu et j'avais acheté Your Lie in April de Naoshi Arakawa. Pardon. Pour ceux qui sont fans de manga, vous connaissez sûrement. Moi non, parce que j'aime pas lire les séries à rallonge, Naruto, l'Attaque des Titans, One Piece. Il y en a trop et je vais décrocher. Donc, pour découvrir un peu plus de manga, j'avais demandé des séries qui soient pas trop longues. On m'a conseillé, pardon, Migratory Birds, qui est une série en 3 tomes, et Your Lie in April, où je crois qu'il y en a 4 ou 5. En tout cas, il n'y en a pas 50 000. Je vais commencer par celui-ci, parce que c'est celui-ci mon préféré. Ici, on suit un jeune homme qui fait un burn-out, et son patron lui conseille de prendre quelques temps pour se retrouver, et peut-être pour faire un petit voyage, ou voilà, en tout cas quelques temps pour qu'il se remette, pour qu'il soit bien. Et il décide, ce jeune homme, de partir avec le van de son grand-père en voyage, et il va rencontrer cette jeune fille qui, elle, fait ça depuis longtemps, c'est une dessinatrice. Elle voyage à travers le Japon avec son van et son chien. Tous les deux se rencontrent et ils vont faire leur voyage ensemble en fait, puisque elle va lui apprendre un peu comment on vit dans un van, comment bien aménager son truc, les techniques un peu de survie entre guillemets. C'était incroyable à lire parce que je suis une voyageuse. Voyager dans un van, c'est un truc que j'aimerais trop faire vraiment. Partir à la découverte comme ça de la France ou de l'Europe dans mon van, tranquillou, pilou, pépouse. Franchement, je dis oui. Et c'était une très belle aventure, en sachant que ça reste vraiment ancré dans la réalité aussi, puisque ce jeune homme a des obligations. À la fin, tous deux, il y a une fin du voyage, tous deux vont repartir chacun de leur côté. Donc, mais en tout cas, c'était vraiment une très belle histoire et j'ai hâte de lire les autres tomes. Et j'ai lu Your Lie in April, que j'ai moins aimé. Ici, on suit un jeune homme qui a perdu sa mère, et depuis qu'il a perdu sa mère, il ne parvient plus à entendre son piano. C'était un pianiste à l'époque. Donc il joue au piano encore, mais au bout d'un moment son oreille décroche et il s'entend plus, c'est comme s'il devenait sourd. Et cette jeune fille que vous voyez sur la couverture, elle joue du violon et elle va lui demander un jour de l'accompagner au piano pour une audition de violon. Donc au début il refuse, puis à force d'insistance et de persévérance, elle va réussir à le convaincre de jouer pour lui. Et je saurai dans les prochains tomes comment ça s'est passé, mais je sais pas si ça va se passer bien. Et je sais pas si je vais lire la suite parce que même si j'ai aimé, c'était pas non plus. Enfin voilà, c'était bien, mais c'était pas incroyablissime. Enfin, j'ai pas vraiment de sentiments forts par rapport à ce manga. Ce qui était bien, c'est que vous avez normalement au début de chaque chapitre, voilà, je vous le trouve pas, mais vous avez un QR code avec les morceaux qui sont joués par ces deux personnages. Quand j'ai essayé de scanner les QR codes, ça ne fonctionnait pas. Donc, si jamais vous avez lu ça et que vous avez scanné les QR codes, dites-moi si ça a fonctionné pour vous, parce que pour moi, non. Mais voilà. Donc, je sais pas si je lirai la suite. J'y réfléchis encore, mais c'était une bonne lecture quand même, cela dit. Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec moi jusqu'au bout. C'était long, c'était très long. Je vais pas m'éterniser, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous donner ce petit update, cette petite mise à jour de mes lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite, je sais pas, en tout cas je vous souhaite de ne pas lire le nouveau Hunger Games parce que sinon vous risquez l'arrêt cardiaque. Mais en tout cas je vous souhaite plein de bonnes lectures et plein de bonnes choses et à une prochaine fois.